Alors, je vais vous parler des protéines, bien sûr, mais on ne peut pas parler des protéines sans parler du reste. Donc, ça sera quand même une petite balade à travers un certain nombre de nutriments, macro et micronutriments, où les protéines vont jouer quand même un rôle important. Alors, sur le plan de mon activité, je suis médecin. Et en tant que médecin, à une époque, pas si lointaine, j'ai été mêlé avec le médecin, le collègue qui supervisait l'équipe de France de cyclisme pour le Tour de France. On a regardé un petit peu comment les coureurs se nourrissaient. Et puis j'ai eu aussi d'autres expériences parmi les voileux, pour la course du Figaro par exemple. Et j'ai eu également à m'intéresser à certains autres sports dont je vous parlerai. Ma spécialité, c'est l'endocrino, la nutrition, la diabéto, les maladies métaboliques, la gastro-entérologie. Et donc, cette formation et cet exercice, vous verrez, m'a incité à approfondir les choses. Et j'avais en plus un centre de recherche clinique. Et je fais partie actuellement j'allais dire, de l'équipe scientifique sur le plan national la plus performante en matière d'oméga 3. Voilà. Bon, j'arrête là. Alors, je vais un petit peu vous parler. J'ai regardé un peu comment les sportifs se nourrissaient il y a un certain temps. Là, il y a 100 ans, c'était étonnant. Les photos que l'on retrouve actuellement du Tour de France, les gens s'arrêtaient pour manger. Ils étaient plus ou moins nourris par l'habitant. Un petit coup de rouge, ça faisait du bien. Et puis, vous connaissez en 64, vous en avez entendu parler de ce fameux duel de Polydore et d'Anctil au Puy-de-Dôme. Et quand on regarde ce qu'on a écrit ou ce que Anctil a dit lui-même, lors d'une course contre la montre, je ne prends pas d'amphète. Ça veut dire qu'à l'époque, on en prenait beaucoup. Rien que de l'eau. Et à l'arrivée, il était complètement épuisé, avec des crampes partout. Et il dit, jamais je ne recommencerai à boire de l'eau. Pour les sportifs d'aujourd'hui, c'est quand même, ça laisse un petit peu. Et puis il disait, ben voilà mon alimentation, sandwich au samouraï, jambon, viande, grison, des gâteaux comme le 4 quarts, le tout arrosé de thé, etc. Mais là encore, il disait, de boire, c'est écœurant. Donc, l'alimentation des sportifs de l'époque a fait énormément de progrès. Et je voudrais quand même faire un petit panorama sur la demande potentielle. Et ça, je vous ai mis donc 65% des Français de 15 ans et plus ont pratiqué au moins une activité physique et sportive déclarée. Et en 2021, 14,4 millions de licences, dont 8,5 millions pour les unisports olympiques. Ça vous donne en France l'importance de l'activité sportive. Et cette tendance a été renforcée par une loi récente de 2022 qui vise à démocratiser le sport. Alors, c'est un petit peu le thème que vous avez aussi, et ce qu'on vient de voir là dans les différents stands. Pourquoi et comment créer un nouveau produit? Et ça, c'est une chose à laquelle, dans le centre que je dirige, où j'ai dirigé, c'était une forte demande. Parce que, effectivement, et je l'ai entendu sur les stands, la demande est importante. La demande des distributeurs également est importante. Le thème nutrition santé est important. Et les compléments alimentaires ont un rôle assez déterminant dans la conception de ces nouveaux produits. Alors, c'est vrai que ça s'inscrit dans une logique économique sur un créneau porteur. Mais le problème, c'est comment un industriel, vous, futur industriel éventuellement qui avez envie de faire ce type de produit, comment vous pouvez porter votre produit
vis-à-vis des sportifs potentiels pour dire mon produit, je vous le garantis, il est efficace, il est bon, il est inoffensif, etc. Alors même que nous n'avons plus la possibilité de faire de s'inscrire dans une réglementation, parce que la réglementation a évolué. Avant 91, c'était les DDAP, c'est-à-dire les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. Et puis, ça a été changé. Et à partir de 91 à 2013, ça a été la fin de la réglementation. Et on l'a remplacé par le règlement Parnut. Alors, juste une parenthèse, mon montage, il est à votre disposition. J'ai demandé qu'on le mette sous forme de PDF pour que vous puissiez éventuellement la voir, donc ce n'est pas la peine non plus de tout marquer. Alors, qu'est-ce que c'est que la réglementation Parnut? C'est une réglementation qui s'adresse au lait pour nourrissons, aux aliments infantiles, aux aliments destinés à des fins médicales très spéciales, à certains substituts de repas, mais qui exclut formellement tout ce qui touche au gluten, au lactose et aux denrées destinées aux sportifs. Autrement dit, les denrées destinées aux sportifs rentrent dorénavant dans la consommation courante et non plus une consommation spécifique. Vous ne pouvez plus dire grâce à mon produit, c'est un produit pour sportifs, donc il a une destination spécifique. On les trouve maintenant en GMS, on les trouve partout, et il n'y a plus de réglementation, ce sont des produits alimentaires normaux. Alors, à partir de cela, le problème, c'est comment vous allez faire puisque vous allez essayer de vous réfugier dans le problème des allégations. Alors, je vous souhaite bien du plaisir. Côté allégations santé et allégations nutritionnelles, si vous avez envie de faire quelque chose, vous en avez pour 3-4 ans en tant qu'industriel avant d'avoir l'autorisation éventuelle de la part de la Commission européenne pour avoir une allégation sur votre produit. Donc, aujourd'hui, moi je l'ai vécu très directement. Nous faisions beaucoup d'études pour des industriels qui avaient envie de lancer des produits avec des allégations. Aujourd'hui, ils nous disent c'est pas la peine, on lance notre produit et puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on se fait taper sur les doigts par la DGCCRF. On retire le produit, mais on a fait notre bénéfice dans l'intervalle, donc on ne veut plus faire d'études. Ça vous donne un petit peu l'ambiance de beaucoup d'industriels par rapport à ce problème d'allégation. Et puis le deuxième point, c'est la lutte contre le dopage. On s'adresse à des sportifs. Il faut obligatoirement que votre produit soit garanti anti-dopage. Hein. Et actuellement, vous avez, je vous ai mis là, la norme européenne 17444 qui remplace l'ancienne norme qui, elle, est caduque depuis 2021. Or, j'ai regardé cette nouvelle norme et actuellement, il y a plus de 500 produits génériques, sans compter toutes les déclinaisons de marques. Donc, si vous faites un produit, il faut être sûr que vous ne mettiez pas dedans des produits qui vont handicaper le sportif parce que un des produits que vous aurez mis dedans comprendra un de ces produits qui sont interdits par la Ligue antidopage. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour revenir à ma première diapo sur le Tour de France et sur ces coureurs qui se privaient de boissons, juste un très bref survol de la problématique des boissons. Vous avez en rouge l'énergie dépensée en watts. Et vous voyez que cette énergie dépensée en watts correspond pour 75% à de la chaleur, donc inutilisable pour l'effort, et qu'il n'y a que 25% de cette énergie que vous avez dépensée qui sert au problème de la dépense musculaire et de l'effort. Donc il y a une
perte énorme, et cette perte énorme, elle se fait grâce à la convection, grâce à l'évaporation, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça veut dire qu'il va falloir compenser cette perte énorme de chaleur qui part sous forme de sueur, qui part sous forme d'évaporation, de conduction, de radiation. Et je passe rapidement, et quand on regarde un petit peu la quantité d'eau perdue par un sportif de haut niveau, une étape du Tour de France, c'est en moyenne 10 litres de perdition d'eau. 10 litres de perdition d'eau. C'est-à-dire qu'il va falloir le compenser. Et si on compense cette eau, et que vous le compensiez avec de l'eau pure, tout à l'heure on nous a dit de l'eau pure, je mettrai une nuance, il faut quand même des minéraux dedans, et notamment du chlorure de sodium, car si vous le consommez pur, vous allez faire de l'œdème cérébral. Avec du sodium, ça marche quand même beaucoup mieux. Alors, que ça soit dans l'eau ou que ce soit à côté, ça m'est égal. Mais il faut de toute façon un apport de chlorure de sodium. Je passe là-dessus. Le deuxième point, c'est les vitamines et les sels minéraux. Alors, je vous ai mis en vert les vitamines, là, sur la gauche, et on reviendra sur la vitamine A, la vitamine E et la vitamine C tout à l'heure, et vous verrez qu'elles sont particulièrement importantes, mais il faut savoir aussi que la B12, la B12 est absolument indispensable à l'hématopoïèse, c'est-à-dire à la construction, à la fabrication des globules rouges, et on sait à quel point c'est important pour le transport de l'oxygène, chez tout le monde bien entendu, mais chez le sportif également. Puis sur la partie bleue à droite, je vous ai mis un certain nombre d'éléments minéraux avec leur rôle principal. Vous pourrez avoir l'occasion de regarder ça un petit peu en détail. Une chose qui est intéressante, c'est que je vous ai mis là un certain nombre d'oligo-éléments et vitamines dont on est à peu près certain que les besoins ne sont pas couverts par l'alimentation normale. Et que donc, si vous avez des produits à faire, c'est sans doute à ce niveau-là qu'il va falloir faire un effort supplémentaire. Bon, je passe, puisque... Alors, dans ma pratique, j'ai été confronté au moins 2 fois à un problème extrêmement grave. C'est le risque, au fond, d'anorexie. Une fois, c'était avec une de mes petites nièces qui faisait de la natation synchronisée et qui était dans l'équipe de France de natation synchronisée. Et pour ce sport, il faut être mince, être svelte, être tout ce que vous voulez. Et donc, c'est une gamine, c'était une préadolescente, adolescente, qui s'est mise à supprimer, à ne plus manger pour pouvoir rentrer dans la ligne requise de ce sport. Elle est devenue anorexique, elle a été hospitalisée avec tout ce que vous pouvez imaginer de problèmes anorexiques. Et puis, une autre expérience que j'ai eue, c'est avec quelqu'un qui n'était pas particulièrement sportif, mais qui faisait de la randonnée en montagne et qui, du coup, buvait de l'eau pure. Et elle a fait un œdème cérébral. Elle a dû être évacuée en hélicoptère, hospitalisée pour un œdème cérébral majeur. Parce que de l'eau sans sel, c'est pas concevable. Il faut du sel à côté, que ce soit sous forme d'aliments, de barres, de tout ce que vous voulez, mais il faut du sel. Voilà quelques petits exemples. Alors, un autre point par rapport à ma petite nièce là qui est devenue anorexique. Si vous regardez le diagramme, vous avez en gris l'indice de masse corporelle, l'IMC, entre 20 et 25, qui est l'indice normal. Et puis si on fait à côté de l'impédance-métrie, l'impédance-métrie, c'est un courant électrique qu'on fait passer dans le corps. Actuellement, il y a des balances à impédance-métrie pour le grand public. Moi, j'ai des appareils un peu plus sophistiqués. Et on voit que quand
le courant électrique traverse l'eau et la graisse, ça passe très bien. Et quand on tombe sur de l'os ou du muscle, ça passe moins bien. Donc on règle la fréquence du courant électrique et on peut mesurer, au fond, la quantité de masse grasse par rapport au poids total. Et ce qui est intéressant, c'est que je prends par exemple les femmes, donc les points rouges. Vous avez des femmes qui ont un IMC parfaitement normal, entre 20 et 25, mais qui, pour certaines, alors c'est là, voilà, on voit, oui. Pour certaines, elles sont en dessous des 30% qui sont à peu près la norme chez la femme, et d'autres sont au-dessus. Eh bien, là, vous avez des gens qui ont du muscle, et là, vous avez des gens qui ont de la graisse. C'est-à-dire que celles qui sont en bas, ce sont des sportives, et celles-ci, ce sont des sédentaires qui grossissent avec de la graisse, mais comme elles font attention, elles se maintiennent dans un poids normal. Alors vous avez l'impression que ce sont des gens normaux, de poids normal, mais en réalité, ce sont des obèses qui s'ignorent et qui n'ont pas de muscles. Et on peut faire le même raisonnement chez l'homme, où vous avez des hommes qui sont en dessous des 20%, 17% on estime, enfin entre 17 et 20%. Vous avez des gens qui sont ici, qui ont énormément de muscles, mais vous avez des gens qui sont ici, qui n'ont pas beaucoup de muscles. Je le sais personnellement, à une époque où j'étais beaucoup plus sportif, j'avais un IMC normal et j'avais une impédance-métrie à 16-17%. Aujourd'hui, je n'ai pas recommencé, je n'ai pas osé, mais je pense que je suis au moins à 20, 22, 23, 24%, parce que je fais beaucoup moins de sport. Or, mon poids n'a pas bougé. Donc c'est une manière aussi de voir un petit peu comment vous pouvez régler le problème de ces sportifs. Alors, je passerai très rapidement sur les lipides, puisqu'on vous en a déjà parlé. Simplement, il y a l'index glycémique que vous connaissez, c'est-à-dire par rapport au glucose, quand vous prenez du sucre ou n'importe quoi, ça monte combien? Par contre, ce qui est intéressant, c'est la charge glycémique. Si je prends un morceau de sucre, allez, un petit 5 grammes ou un gros morceau de sucre 10 grammes, si c'est noyé sur un régime à 1800 calories, ça n'a aucun effet. C'est-à-dire que ça a beau avoir un index glycémique élevé, la charge glycémique est nulle, enfin quasi. Alors ce qui est intéressant là, c'est que vous avez des produits à charge glycémique faible. Et je prends un exemple, j'ai pris un exemple, ce sont les lentilles. Les lentilles, c'est vachement bon, il y a des protéines dedans. Mais si vous le prenez comme on le préconise actuellement le soir pour reconstituer votre charge en glycogène, on vous en a parlé tout à l'heure, ben ça fait pas grand-chose. Par contre, si vous prenez des spaghettis, c'est ce que j'ai mis également en rouge de l'autre côté, là ça marche bien parce que vous avez une charge glycémique extrêmement importante qui vous permet de reconstituer votre bagage en glycogène. Alors, on est dans le glucose et c'est encore un argument. Il faut savoir que l'absorption du glucose est une absorption active. Il faut de l'ATP. Et l'ATP, c'est produit par ce qu'on appelle la pompe au sodium-potassium. Ça vous rappelle vaguement des choses, ça, je suppose, hein, pour les étudiants, là. Et donc, lorsque vous avez du glucose, le glucose... Si, c'est comme ça, voilà. Le glucose va être absorbé de façon active grâce au sodium, et ce sodium va pouvoir être absorbé par la pompe pour produire l'ATP nécessaire à cette absorption. Donc là, c'est aussi un argument de dire, ce glucose, je ne peux l'absorber que si j'ai un apport suffisant en oligoéléments et notamment en sodium. L'autre aspect, c'est que plus l'exercice est loin,
plus il faut des charges glycémiques importantes, des glucides à charge glycémique importante, et plus l'exercice est proche, et pendant l'exercice, c'est des indices glycémiques élevés qui doivent être importants. Et ça veut dire que on apprend aux diététiciennes, ou les diététiciennes nous disent, normalement c'est 55% de glucides et c'est 35% de lipides. Eh bien aujourd'hui on dit pour un sportif, on monte jusqu'à 70%, mais ces 70% ne sont pas répartis n'importe comment, ou plus exactement, la nature de ces glucides ne sont pas n'importe lesquels, en fonction de l'éloignement ou en fonction du rapprochement de l'épreuve physique. Alors, je laisse ça de côté puisqu'on vous en a parlé, et j'arrive aux protéines. Alors, sur le plan des acides aminés, les acides aminés sont strictement identiques, que ce soit dans les protéines végétales ou animales, sauf que, alors là je ne suis pas rentré dans les détails parce que vous avez dû avoir ça déjà, sauf que les protéines végétales ne sont pas au complet, notamment dans les protéines, dans les acides aminés essentiels. Donc vous avez la liste des acides aminés essentiels à gauche, totaux à gauche, les essentiels et les essentiels ramifiés, et puis vous avez les semi-essentiels, dont la glutamine et l'arginine, qui sont indispensables dans certaines circonstances. Donc, grosso modo, les nutritionnistes disent actuellement 50-50%. C'est-à-dire 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales. Alors, quels sont les rôles des acides aminés ramifiés? Eh bien, vous avez là, je vous ai mis un tableau qui vous montre la réduction de la fatigue périphérique, de la fatigue centrale, l'augmentation de la synthèse protéique musculaire et l'inhibition de l'immunosuppression post-exercice. Il faut savoir que chaque fois que vous faites un exercice considérable, vous avez des radicaux libres qui sont émis, et ces radicaux libres vous bousillent provisoirement la réponse immunitaire de l'organisme. Donc, les acides aminés ramifiés ont un rôle de prévention et de musculation. Alors, il se pose un problème important, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la séquestration splanchnique des protéines. Imaginez, tout à l'heure, on va passer à table. Lorsque l'on aura mangé, on aura desquamé, grosso modo, les 3/4 de nos villosités intestinales. Et cette desquamation des villosités intestinales doit pouvoir se reconstruire avant le repas suivant, avant ce soir. C'est-à-dire que vous avez une séquestration protéique intense, ne serait-ce que pour le fonctionnement de votre tube digestif. Ce qui fait que ces protéines ne sont pas disponibles pour le muscle. Et que donc tout le problème est de savoir comment on peut forcer le barrage pour dire, allez, on va répartir un petit peu la tâche entre les besoins digestifs qui sont essentiellement digestifs, enfin intestinaux, mais également hépatiques, et les besoins du muscle, qui a besoin d'une part, comme on vous l'a dit tout à l'heure, de se constituer, mais surtout de s'entretenir et de se refaire après un effort physique. Alors là, il y a eu des expérimentations chez le sportif, de même que chez des personnes qui étaient donc, en particulier, par exemple, chez les personnes âgées, donc, qui ont une fonte musculaire importante. Et on s'est aperçu que pour pouvoir forcer ce barrage de la séquestration splanchnique, il fallait donner des flashs protéiques extrêmement importants qui permettent d'aller jusqu'au muscle. Et certains préconisent que 80-70% des apports protéiques soient faits à midi. On a un gros flash de protéines et qu'on réserve le soir plus pour un complément
de protéines associées à un repas de type féculent, des pâtes ou n'importe quoi, de façon à reconstituer son glycogène hépatique pendant la nuit. Donc ça, c'est encore une règle que j'ai expérimentée et qui marche bien. Alors après, il y a la vitesse d'absorption, ce qu'on appelle l'aminogramme, la digestibilité et la vitesse des protéines. Vous avez grosso modo deux grandes familles. La famille des protéines solubles, qui sont le type de lactosérum, et qui sont des protéines dites rapides, car elles sont libérées très rapidement dans l'estomac, puis hydrolysées dans le duodénum et absorbées. Et puis à côté de ça, vous avez les protéines de type caséine qui, par définition, vont précipiter. Les caséines, ça précipite dans l'estomac, dans le pH acide, et ce sont des protéines qui sont dites lentes parce qu'en précipitant, leur absorption va être beaucoup plus lente dans le grêle et sur plusieurs heures. Eh bien, on estime aujourd'hui que les protéines lentes vont permettre, dans les situations où il faut faire beaucoup de muscles, vont avoir une action beaucoup plus prolongée. Et tout à l'heure, ma collègue vous le disait, qu'il fallait apporter des protéines tout au long de la journée. Les protéines lentes ont ce rôle dans une certaine mesure, c'est-à-dire qu'elles permettent d'apporter ces protéines dans le système digestif de façon beaucoup plus prolongée. Alors il faut les deux, mais c'est important de connaître que les caséines sont de façon générale plus efficaces que le lactosérum. Alors après, il y a un autre problème. Il y a un autre problème, ça vous connaissez toutes et tous, le cycle de Krebs. On vous a bassiné avec ce truc-là. Et grosso modo, dans le cycle de Krebs, c'est quoi? Je ne vois pas la flèche. Voilà. C'est le glucose qui va donner par la voie des pyruvates, qui va donner de l'énergie sous forme d'ATP pour faire fonctionner. Et ça, c'est le système normal. Alors, si vous avez de l'insuline, ça marche remarquablement bien. Grâce à l'insuline, vous allez pouvoir absorber ce glucose, l'utiliser. Vous bloquez l'adénylcyclase, ça permet d'éviter de fabriquer des corps cétoniques. Impeccable. Mais si vous êtes dans une situation de stress, une situation d'effort physique, à ce moment-là, votre apport de glucose n'est pas forcément suffisant. Ou en tout cas, vous n'avez pas suffisamment de disponibilité insulinique pour absorber tout le glucose que vous allez prendre. Et à ce moment-là, vous allez puiser sur vos acides aminés glucoformateurs. Et dans les acides aminés glucoformateurs, vous avez ceux qui sont strictement cétogènes. Alors ceux-là, après, ça vous donne le problème des crampes, etc. Vous avez les stricts glucoformateurs, c'est tout ce que vous avez sur la partie gauche de ce diagramme et un peu en bas. Et puis vous avez les glucoformateurs et cétogènes. Et que donc, vous voyez que si vous voulez préserver votre capital protidique, vous avez une obligation, c'est d'avoir en même temps la consommation glucidique pour pouvoir consommer du glucose à la place de vos acides aminés glucoformateurs. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Bon. Alors, ça arrive chez beaucoup de gens qui font du sport de haut niveau ou même pas du sport de haut niveau. Alors, quand vous avez une lésion initiale, vous connaissez la symptomatologie, cette douleur, ça fait mal. La rougeur, c'est qu'il y a eu une vasodilatation. La chaleur, c'est toujours dû à la vasodilatation et à l'œdème. Et puis, vous avez l'œdème. Donc ça, c'est la clinique. Et puis, vous avez à quoi ça correspond. Alors, dès que vous vous êtes fait mal, une entorse, une fracture, une blessure, tout ce que vous voulez, vous allez avoir d'une part
la production de radicaux libres et d'autre part la production de cytokines inflammatoires et du côté des lipides, du côté des lipides, la production des acides gras polyinsaturés oméga 6 qui sont pro-inflammatoires. Alors, ça, c'est des mécanismes de défense immédiats. Et le résultat, c'est que par la vasodilatation, vous avez d'abord des plaquettes qui arrivent, ça bouche la plaie, vous arrêtez de saigner, et puis vous avez bien d'autres choses qui arrivent. C'est normalement tous les produits immunitaires qui vont permettre les systèmes de défense de l'organisme et de reconstruire la lésion, que ce soit une fracture, une entorse ou n'importe quoi. Et que donc, et puis vous avez les réactions immunitaires par les anticorps, les macrophages, etc. Donc ça, c'est le mécanisme de l'inflammation, on vous l'a dit tout à l'heure et je le répète, qui est absolument indispensable. Et dans la partie ici, si vous voulez, vous avez l'inflammation, mais lorsque cette inflammation qui sécrète les cytokines et les radicaux libres est de courte durée, c'est une lutte contre les agressions et contre les maladies chroniques. Mais quand cette inflammation se prolonge de façon importante, eh bien, ça détruit tout sur son passage. La conclusion est bien pire que la lésion initiale. C'est ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade chronique. Et nous savons, nous, en tant que médecins, que les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, certains cancers, etc., sont dus à une maladie inflammatoire chronique. Et je vais vous montrer ensuite la raison pour laquelle il va falloir lutter pour ça. Alors, les radicaux libres, pourquoi est-ce qu'il faut lutter contre et comment ? Je vous ai mis ici une paroi cellulaire. Une paroi cellulaire avec sa double couche. Vous savez, ce sont une double couche de phospholipides. Les phosphores sont à l'extérieur et à l'intérieur de la cellule. Et entre les deux, ce sont des lipides. C'est-à-dire c'est une Gore-Tex, pour être schématique. Elle est imperméable, sauf avec, le cas échéant, des glucoprotéines qui font l'ascenseur entre l'extérieur et l'intérieur. Eh bien, dans cette couche, quand vous avez des radicaux libres, vous allez, à ce niveau-là, la chaîne d'oxydation va finir par détruire ces phospholipides membranaires. Et la destruction des phospholipides membranaires peut avoir plusieurs conséquences. D'abord, c'est la protéolyse. Enfin, je veux dire que vos muscles, ce sont des membranes aussi. Les muscles ne sont plus reconstitués correctement. Et d'autre part, on sait que c'est le mécanisme privilégié pour le cancer de l'intestin. Grâce à la viande, vous en avez tous entendu parler, l'excès de viande rouge riche en fer, le fer étant un chélateur de l'oxygène, va apporter des électrons au niveau des parois digestives qui vont entraîner à la longue la formation d'un cancer. Eh bien, comment on lutte spontanément? Alors, il y a des produits antiradicalaires naturels, mais vous voyez qu'un des moyens les plus efficaces, c'est l'acide ascorbique, c'est-à-dire que vous avez de la vitamine C réduite qui va pouvoir s'oxyder et devenir de la vitamine C oxydée. Au départ, c'est la vitamine E. La vitamine E réduite qui s'oxyde. Cette vitamine E l'électron va être pris par la vitamine C qui s'oxyde et qui va transférer son électron au niveau du glutathion. Le glutathion, c'est un acide aminé. C'est-à-dire que dans l'utilisation alimentaire, le glutathion chez le sportif devient un élément déterminant dans la lutte contre l'oxydation. Autre focus,
c'est le tube digestif. Le tube digestif, c'est ce qu'on appelle les dysbioses. Là, actuellement, je travaille beaucoup là-dessus et j'ai un programme de recherche sur les dysbioses. Et ce qui est intéressant, c'est que le microbiote intestinal, c'est un système ouvert. C'est entre la bouche et l'anus, c'est un système ouvert. C'est-à-dire que n'importe quoi peut rentrer et peut se développer. Or, ce microbiote a plusieurs effets. Par voie sanguine, il y a des produits de la fermentation lactique en général qui remontent jusqu'au cerveau. Il y a une voie nerveuse par le système nerveux sympathique et parasympathique. Vous avez une voie endocrine et une voie immune. Et donc, on voit bien que le système du microbiote est quelque chose d'extrêmement complet qu'il va falloir soigner chez le sportif de façon extrêmement vigilante. Alors, je passe là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, on a parlé de l'intolérance et du fait que vous pouvez avoir un certain nombre d'allergies ou d'intolérances. Ces allergies, que ce soit au gluten, que ce soit au lactose, que ce soit etc., ce sont des protéines, enfin pas le lactose, mais le gluten, ce sont des protéines. Alors, dans un intestin normal, c'est sur la gauche, vous avez une couche de mucus qui protège les entérocytes. Vous avez une flore importante qui permet la fermentation de votre alimentation. Lorsque vous avez une alimentation normale, vous consommez, c'est les petits losanges bleus, vous consommez des protéines d'origine étrangère, qu'elles soient végétales ou animales, mais elles sont cassées en petits morceaux, c'est-à-dire que la digestion vise à créer des oligopeptides et des acides aminés libres. Et à ce moment-là, ils peuvent traverser dans l'intervalle entre les entérocytes, et ces acides aminés qui ont traversé vont être resynthétisés, mais resynthétisés par des protéines propres à l'organisme. Et il n'y a pas d'allergie. Si vous avez une diminution de la couche de mucus et un élargissement entre les entérocytes, et ça c'est dû simplement à de mauvaises alimentations, eh bien, vous avez moins de bactéries, vous avez moins de mucus, et les protéines étrangères ou les oligopeptides qui en résultent peuvent traverser directement entre les entérocytes et se retrouver dans la partie interne directement, et ce sont des protéines étrangères. L'organisme n'a pas besoin de les reconstituer, et à ce moment-là, vous faites une allergie. Or, dans l'expérience que nous partageons avec un certain nombre de scientifiques, on estime que la maladie cœliaque, c'est 0,3% des enfants, c'est-à-dire l'allergie au gluten. Aujourd'hui, les enquêtes montrent que 30% des personnes se disent allergiques au gluten. D'où est-ce que ça vient ? Ce différentiel, en fait, c'est la malbouffe. C'est la malbouffe. Et donc, réapprendre aux gens à bien bouffer est certainement la manière, alors moi je l'ai expérimenté professionnellement, et de fait, quand on apprenait aux gens à remanger, ils me disent bah, c'est curieux, je ne suis plus allergique du tout au gluten. Donc voilà aussi un point qui me paraît extrêmement important. Alors, bon, là je passe, et je viens sur un dernier point, ce sont les lipides, les acides gras. Alors, vous connaissez le principe. Le principe, c'est que vous consommez des glucides, majoritairement.
mais en dehors du glycogène, qui est quand même une réserve extrêmement minime, toute la réserve que vous êtes capable de fabriquer à partir des glucides que vous consommez, ben c'est de la graisse. Donc, chez les femmes, plus dans les fesses, les cuisses et les hanches, et chez les hommes, plus dans la bedaine, mais c'est de la graisse. Alors, par quel mécanisme? Eh bien, vous avez des synthèses d'acides gras par l'hélice de Wakil-Diman qui, à chaque tour métabolique, ça vous ajoute 2 carbones sur la chaîne, et vous avez ici le nom de tous ces acides gras. Quand on arrive au C16, c'est l'acide palmitique que vous retrouvez facilement, et le C18, c'est l'acide stéarique. Quand vous achetez du beurre standard, ben c'est ça que vous avez essentiellement. Et puis après, vous avez ici l'acide oléique, monoinsaturé. Tout le monde, que ce soit les micro-organismes, les mammifères, les plantes, tout le monde sait faire ça jusqu'à l'acide oléique. Après, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué et seuls les végétaux, grâce à une désaturase en 12 et une désaturase en 15, peuvent fabriquer d'une part les oméga 6 et d'autre part les oméga 3. Alors, les végétaux fabriquent le précurseur. Certaines algues vont plus loin, mais une fois que ces précurseurs sont fabriqués, les animaux et l'homme sont capables de consommer ces précurseurs à condition de consommer des végétaux ou des produits animaux nourris avec des végétaux pour pouvoir fabriquer des acides gras, des familles d'acides gras oméga 6 et des familles d'acides gras oméga 3. Là, je vous ai mis, non, je ne vous ai pas mis, je l'ai loupé. C'est le principe, les 2 principaux, c'est l'EPA pour les oméga 3 et l'acide arachidonique pour les oméga 6, et puis le DHA, qui sont les principaux indispensables. Sans eux, on ne peut pas vivre. Alors, si je vous montre ça, juste, je ne sais pas si vous savez pourquoi on appelle ça oméga 6 et oméga 3. Quelqu'un le sait, là? Ouais. Alors, une chaîne d'acides gras, vous avez un côté carboxyle, c'est le premier. Et puis vous avez un côté méthyle, c'est le dernier. Alors, à partir du saturé, de temps en temps, vous avez une enzyme qui va vous enlever 2 hydrogènes, et donc ça va créer une double liaison. Alors ici, vous avez un C18 avec 2 doubles liaisons, et on sait que dans la digestion de ces acides gras, ça commence par rajouter des carbones de ce côté-là, toujours du côté carboxyle. On les allonge et on les désature, mais le côté méthyle ne bouge pas. Donc on va définir une famille d'acides gras par son côté méthyle qui, lui, est inamovible, et on compte le nombre de carbones jusqu'à ce qu'on cogne sur la première double liaison à la fin. Et là, vous avez N carbones, parce qu'il y en a 18 là, mais je pourrais en mettre 20, 22. Donc il y a N carbones, ça c'est N-6. Et vous savez que dans l'alphabet grec, la première lettre c'est l'alpha et la dernière c'est l'oméga. Et que donc, on appelle ça l'oméga 6. Même chose, ici vous avez un C18 3 N-3, c'est l'oméga 3, c'est l'acide alpha-linolénique. C'est clair ça? Ça va? Bon. Alors, à quoi? C'est ça que je vous ai montré, les différents acides gras que l'on connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acide arachidonique en 20, donc bon, je n'avais pas arrivé à le prononcer. Donc, dès qu'on est en C20, ce sont 2 matières premières qui vont permettre de synthétiser des hormones. Alors, c'est quoi?
attendez voir, non, je vais revenir un petit peu en arrière. Alors, d'une part, vous avez les deux familles, oméga 6 en vert et oméga 3 à droite. Il faut savoir que les enzymes, pour pouvoir passer du précurseur qui est dans le carré vert en haut jusqu'aux oméga 3 qui sont intéressants, il faut savoir que... Alors, comment ça va ? Le bagage enzymatique est le même. C'est-à-dire qu'il y a une concurrence, une compétition entre les oméga 6 en haut et les oméga 3 en bas. Si vous consommez beaucoup d'oméga 6, vous allez fabriquer toute la famille des oméga 6, y compris ici l'acide l'acide arachidonique. Et si vous consommez beaucoup d'oméga 3, vous allez faire ici et vous allez consommer ici de l'EPA, qu'on est à ce niveau-là. Donc, première chose, il y a une concurrence. Deuxième chose, à partir de l'acide arachidonique ou de l'EPA, il y a une enzyme qu'on appelle la cyclooxygénase, la COX, qui va permettre de synthétiser les prostaglandines et thromboxanes. Ce sont des hormones. On va voir tout à l'heure à quoi ça sert. Et puis, il faut savoir que ces oméga 6 et oméga 3, ce n'est que végétal. Donc, deux sources possibles, c'est la source poisson grâce au phytoplancton et aux algues qui sont riches grâce à la photosynthèse et que l'on peut consommer, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, ou grâce à des filières terrestres, c'est ce que nous avons développé avec, par exemple, Bleu Blanc Cœur. À quoi ça sert ? Eh bien, vous voyez que si vous voulez avoir une réponse correcte par rapport à un certain nombre d'agressions de l'organisme, et il faut savoir que le stress, les anticorps, etc., les toxines, ça vous en avez chez le sportif de façon extrêmement importante. Eh bien, il faut que l'information, grâce à ces ascenseurs qui sont des glucoprotéines, qui permettent de passer le signal de l'extérieur à l'intérieur de la cellule, c'est ce que je vous ai montré là. Il y a une information, interprétation intracellulaire, synthèse protéique à partir du noyau, synthèse protéique qui va être la réponse immunitaire, réponse de restauration, etc. Et donc, vous voyez qu'il faut une parfaite fluidité des membranes pour que ça marche. Et ça, ce ne sont que les oméga 3. Plus vous avez des oméga 3, plus la membrane est fluide. Après, ça c'est intéressant parce que ça vous fait comprendre un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Vous avez ici, à gauche, les oméga 6. Vous avez à droite les oméga 3. Vous avez une seule enzyme qui est commune aux deux, c'est la COX, la cyclooxygénase. Grâce à elle, vous allez fabriquer des prostaglandines de type 2. Et ici, grâce à elle, vous pouvez fabriquer des prostaglandines de type 3. Eh bien, il faut savoir que lorsque vous avez ces prostaglandines, il y en a, celles que j'ai marquées en rouge ici, qui sont pro-inflammatoires, pro-agrégants plaquettaires, pro-cancérigènes, pro-diabétogènes, pro-obésogènes. Et puis, vous en avez ici celles que j'ai marquées en vert, qui sont anti-inflammatoires, anti-agrégants, etc. Et que donc, lorsque vous voulez avoir une alimentation équilibrée, il vous faut obligatoirement le maximum d'oméga 3 par rapport aux oméga 6. Il y a une balance entre les deux. Alors, après, vous avez le DHA qui a un rôle qui est un petit peu identique à l'aspirine. Et l'aspirine, c'est une inhibition de la COX, tout simplement, comme mécanisme d'action. Donc voilà un petit peu ce qui est important. Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport entre oméga 6 et oméga 3. Je vous donne juste un exemple. Là, c'est une cellule.
c'est une cellule, et puis je vais consommer des lipides. Alors, je consomme des oméga-6 et des oméga-3. Et ils arrivent dans mon tube digestif avec une certaine proportion. Cette proportion, ces lipides vont traverser directement les membranes. C'est facile pour des lipides de traverser les membranes, puisque les membranes sont des lipides. Et ils arrivent sur un récepteur qu'on appelle le récepteur PIPAR. Mais manque de peau, ce récepteur des lipides ne marche pas tout seul. Il est obligatoirement associé à la vitamine A, donc l'acide rétinoïde. Et c'est ce couple-là, et c'est encore une fois, je vous ai dit que j'insistais sur la vitamine A, eh bien c'est ce couple-là qui est indispensable pour que, au niveau d'un gène quelconque, il y a une zone périgénique qui n'a pas d'activité génique, mais qui a une activité de stimulation. C'est un peu comme une carte à puce qui rentrerait dans une photocopie. Et cette carte à puce qui rentre dans la photocopie va permettre de faire une photocopie du gène. Ce gène va être envoyé à l'appareil, au réticulum endoplasmique et à l'appareil de Golgi par l'ARN messager. Et l'ARN messager va stimuler la synthèse de protéines qui vont avoir un effet de type enzymatique, de type immunologique, etc. Donc, vous voyez un peu le système. Sans vitamine A, ça ne marche pas. Alors, en l'occurrence, le domaine sur lequel j'ai travaillé, c'est effectivement le recrutement des adipocytes, parce qu'on sait que quelqu'un qui est en surpoids, et je vous avais montré tout à l'heure, avec ma balance, mon IMC, et qu'on pouvait être en poids normal, mais en fait en surpoids qui s'ignore, eh bien, quand on est en surpoids qui s'ignore, on a le moyen de vérifier, enfin de le contrebalancer, car si le ratio oméga-6 sur oméga-3 est élevé, ce système-là fonctionne très bien, mais si le système oméga-6 sur oméga-3 est bas, ça ne fonctionne pas et vous ne recrutez pas d'adipocytes, et au contraire, vous fabriquez des protéines. Voilà un petit peu un petit résumé. Vous avez des végétaux qui sont riches en oméga-6 et des végétaux qui sont riches en oméga-3. On peut s'y inspirer également pour fabriquer des aliments pour sportifs. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Dr Schmidt, pour cette intervention éclairante. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Ils ont faim. Non, ils peuvent poser leurs questions sur le QR code. Si on peut aller au slide suivant. Voilà. Ils peuvent flasher leur code et poser leurs questions. Alors, du coup, en attendant, j'ai une question. À un moment, vous parlez du microbiote intestinal du sportif. Est-ce qu'il y a une différence entre le microbiote intestinal du sportif et de celui qui ne l'est pas? Et si oui, comment entretenir cette flore? Bonne question. Non, il n'y a pas de... Chaque individu a un microbiote particulier qui lui appartient. C'est un peu comme les groupes sanguins. C'est-à-dire que lorsque vous naissez, à la naissance, normalement, par voie naturelle, l'enfant va être inondé de bactéries de la mer. Et ces bactéries sont ensuite entretenues par la tétée au sein. C'est une chose très importante actuellement.
On préconise l'allaitement au sein et non pas au biberon. Et pour les personnes qui sont incapables d'alimenter parce qu'elles n'ont pas assez de lait, par exemple, et on est obligé de donner du biberon, on dit surtout maintenant, ne désinfectez plus les tétines, laissez-les comme ça. Parce que le microbiote cutané est extrêmement important pour constituer le microbiote de l'enfant. Les femmes qui accouchent par voie césarienne, elles ont un problème. Enfin, pas les femmes, les enfants ont un problème. Les enfants ont un problème parce que ça se fait avec un champ opératoire, c'est stérile, on sort l'enfant et il n'a pas la capacité de bouffer, si je puis dire, toutes les bactéries vaginales de la mère. Actuellement, il y a des techniques qui se généralisent. On met un champ opératoire dans le vagin de la mère pendant la césarienne, et ensuite, quand l'enfant est sorti, on l'emmaillote dans ce champ opératoire pour qu'il puisse avoir les bactéries de la mère. J'ai eu la malchance d'avoir un accident et d'être opéré à plusieurs reprises. En 10 ans, j'ai dû avoir une dizaine d'interventions, donc j'ai une bonne expérience des deux côtés de la barrière. Il y a 10 ans, on me dit, bon, avant l'opération, vous prenez, vous savez, le petit flacon rouge, on se douche partout, on se lave, bon. Aujourd'hui, on me dit, surtout, il faut être propre, le savon de Marseille, mais surtout ne pas se désinfecter, car la présence du microbiote cutané est la meilleure des défenses contre les infections nosocomiales. Donc, chacun étant individualisé par sa mère, ses parents, les conditions d'accouchement, etc., chacun a un microbiote qui lui est propre. Problème, c'est qu'il y a des circonstances où le microbiote est sacrément mis à mal. Et étant mis à mal, ça peut être vous et moi ici, qui ne sommes pas forcément des sportifs, mais parce qu'on bouffe mal. Et puis le sportif, lui, il est dans des conditions souvent extrêmes où de toute manière, par le biais des radicaux libres, etc., il flanque un coup assez déterminant dans son microbiote. Et que donc, il va falloir le reconstituer. Alors, une manière de le reconstituer immédiate, c'est les pré- et les probiotiques, notamment le yaourt, etc. Et puis, une manière prolongée, c'est de retrouver simplement une alimentation saine avec des produits fermentés. Là, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, il y avait certains qui étaient des produits fermentés. Ça, c'est une excellente chose parce que ça permet, en termes de prébiotiques pour les produits fermentés et puis de probiotiques parce qu'il y a de les fermentations lactiques, ça permet de reconstituer plus rapidement, sachant que la reconstitution, si vous prenez des pré-probiotiques, enfin des probiotiques, vous allez constituer un microbiote qui n'est pas le vôtre, qui est celui du yaourt. Et que ce n'est qu'un pis-aller, car il va falloir que vous reconstituiez à la longue votre propre microbiote. Et ça, c'est une alimentation normale, enfin correcte, équilibrée. Merci beaucoup pour votre réponse et nous aurons un approfondissement de cette notion lors de notre table ronde.